Je sais pas si c'est un regret ou pas, parce que quand Audi s'est arrêté, j'avais l'option d'aller chez Toyota Ah oui. ou chez Porsche. Si je serais allé chez Toyota, qui sait, j'aurais peut-être encore, je sais pas, dans la bonne voiture, 3-4 victoires en plus, j'en serais à 6-7. On va dire, si toi t'es 100%, une super Formula au Japon, en qualif, si tu veux extraire le maximum, il faut y rajouter 50%. Ah ouais, vraiment. Et ça fait mal, quoi. Tu t'arrives dans le premier virage, allez, Ça passe ton cerveau te dit il faut que tu lâches. Non, il faut en rajouter et ce sera juste assez. C'est génial à ce stade-là de ma carrière de pouvoir. C'est la première fois que je fais partie d'un nouveau projet de zéro, avec des bons moyens et de pouvoir transmettre tout. Donc, Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine ou chaque jour peut-être en compagnie de notre rédacteur multicarte Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je ne sais pas si on va tenir ce rythme, hein. Là on est quasiment sur un jour sur deux. Ce n'est pas mon métier de base, donc là c'est vrai qu'on est sur un rythme quotidien, parce que bon, du coup on a enregistré hier le débrief de la journée test. Et on en a enregistré un autre aujourd'hui. Oui. Donc après, on va se calmer quand même. Un petit peu. En tout cas, c'est le 65e numéro parce qu'on tient les comptes. Et c'est un numéro un peu spécial puisque dans cette semaine des 24 heures du Mans, on a tout simplement eu l'honneur, grâce à Idexport Genesis Magma Racing, d'avoir notre premier invité pilote. Et c'est non sans émotion quand même qu'on va le dire. C'est vrai que c'est assez fou. Le pilote, en plus, c'est un pilote que je me souviens quand on avait des discussions à l'époque, même avant de lancer Endurance Club, eh bien, tu avais cette envie-là de le rencontrer. En fait, l'objectif d'Endurance Club, c'était un jour de l'avoir en invité. Donc c'est André Lautereur. Oui. Donc du coup, l'Endurance Club s'arrête après cet épisode. D'accord. Le but est atteint. Bon, c'est terminé. Voilà. Alors mesdames et messieurs, c'était bien. On était ensemble, on était dans le club. Non, c'est évidemment une blague. Non, mais plus sérieusement, du coup, donc merci effectivement à l'équipe d'Export et puis à tout l'encadrement. Donc on a eu André Lautereur avec nous pendant à peu près une heure, on va dire. Alors, un peu moins d'une heure. Ouais, un petit peu moins d'une heure. C'était prévu quand même 30 minutes. Oui. Faut quand même remettre les choses dans le contexte. Mais il est généreux. Non, mais alors il est surtout venu en retard. Aussi, c'est vrai. Et donc on a dit c'est des heures glissantes. Donc si on a une demi-heure, on va la prolonger cette demi-heure. Et puis vous allez l'entendre, j'espère en tout cas. Il est passionné, André, et nous aussi. Et donc ça déborde. Et puis voilà, et donc on parle à la fois de son engagement de cette année avec Idexport, qui est donc une nouveauté parce qu'il roule en LMP2. Oui. On revient quand même aussi sur son épopée Porsche, on parle aussi de Audi, et on parle même carrément de souvenirs du Japon. Donc voilà, il y a plein de trucs, je trouve que c'est un André Lautereur détendu et un peu différent de si vous l'avez déjà entendu sur d'autres podcasts peut-être. Voilà, là on est vraiment au cœur de l'actu, les 24 heures du Mans. Et puis il y a quelques petites anecdotes, enfin voilà, c'est un épisode assez sympa. Mais j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Donc comme vous en avez l'habitude, on a essayé de vous donner tout ce qu'on pouvait grâce à André. Et... Non mais il a été généreux, tu l'as dit, et il a beaucoup donné. Et franchement, merci énormément à André Lautereur pour le temps qu'il nous a accordé. Donc, tu peux le remercier parce que maintenant il s'est abonné à la chaîne. C'est vrai, c'est donc si vous nous écoutez, d'ailleurs je le répète une fois encore, on est présent sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, comme ça vous aurez les prochains épisodes, vous aurez une notif. En fait, dès que ça sort, en fait, sur Spotify par exemple, si vous nous suivez et que vous activez la cloche, vous avez dès que l'épisode est dispo, vous avez une alerte, une notif, donc comme ça vous pouvez le mettre dans vos épisodes à écouter, quoi. Et plus besoin d'y penser. Exactement. Au moins, ça arrive directement en notification push, comme on dit dans le jargon. Oh, c'est ça qu'on dit. T'as vu, on est on est dans la précision. Bon, on vous laisse avec André Lautereur, puis avec nous deux quand même, on était là, et on espère que cet épisode va vous plaire. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, 5 pour l'occasion, et puis continuez vos commentaires parce que vraiment ça nous fait chaud au cœur. On a de plus en plus de commentaires, de plus en plus de témoignages, vraiment j'insiste, et vous êtes géniaux. Donc merci beaucoup, vous faites partie du club, de l'Endurance Club, et vous êtes fantastiques. C'est un plaisir, André, de t'avoir avec nous. Bienvenue. Merci de m'avoir, c'est un plaisir pareil. Bon, Geoffroy, t'es content ? Oui, je suis très content. J'imagine, attends, il en rêve depuis. Parce que c'est un peu le running gag depuis le début du podcast. Tu fais partie de mes pilotes que je préfère, donc on avait dit. J'espère. Évidemment, on avait dit dès l'épisode, on avait fait un hors-série. On avait dit, ce serait bien qu'on ait en premier invité pilote André Lautereur, donc. Voilà, c'est réussi. C'est vrai, c'est réussi. On n'a pas du tout préparé comme ça, mais c'est très bien. Bon, merci à IDEC, parce que sinon j'aurais pas accepté. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas été libéré par Porsche à l'époque, c'est ça? On va le dire. Je rigole. Justement, j'allais en parler. Nouvelle aventure aussi, Idexport, Genesis Magma Racing. Ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant, cette nouvelle aventure finalement, avec un nouveau constructeur. Oui, c'est vraiment génial pour moi. C'est presque du pain béni, je vais dire. Après mon aventure chez Audi, qui était fantastique, et puis chez Porsche,
qui aurait pu se passer un peu mieux, mais qui s'est quand même terminé super bien avec un titre de champion du monde. Et maintenant, avec toute l'expérience que j'ai organisée de ma carrière, évidemment dans des tops équipes, de pouvoir donner tout ça dans un nouveau projet et de transmettre tout ça, c'est hyper créatif, c'est très motivant. Et oui, avec le groupe Hyundai derrière, avec la marque Genesis qui mettent les moyens pour faire les choses correctement, c'est vraiment pour moi un endroit parfait. Et aussi une petite année pour souffler un peu, parce que ça fait quand même depuis que j'ai, allez, je vais dire que j'ai 10, 11 ans, que les choses sont sérieuses, qu'il faut toujours performer, que tu es toujours sous pression. Et là, de souffler un petit peu en sachant qu'il y a un gros programme derrière, c'est top. Et puis là, d'être au Mans en LMP2, évidemment, en faisant un peu la passerelle pour Genesis, pour on a nos ingénieurs qui sont impliqués dans l'équipe, les gens de Genesis qui sont là dans l'opérationnel pour apprendre le Mans. Donc, c'était pas prévu, mais voilà, j'y suis. Donc, non, tout ça, c'est vraiment que du positif et je suis super content. Elle ressemble à quoi justement ton année de transition entre guillemets? Enfin, c'est pas une transition parce que tu es déjà officiellement dans l'aventure Genesis, etc. Mais on peut se dire, là, il fait le Mans LMP2. T'es pas inscrit sur d'autres courses modernes cette année, mais je sais que tu as d'autres occupations. Je t'ai vu, tu étais aussi aux journées, au test day chez Peterotto. Et au Grand Prix de France historique. Grand Prix de France historique aussi sur une esquette F1. C'est quoi cette année? C'est un mix. J'imagine que tu restes en forme, ça, y a pas de problème. Physiquement, vous n'avez pas l'image, mais ça va, hein, t'es toujours affûté. Mais Plus en forme ça que doit moi. ça doit être compliqué quand même de gérer cette année de transition, tu vois, d'un programme complet à une seule course dans l'année en moderne. Non, c'est pas trop compliqué en Oui, fait. C'est assez agréable. Mais mon programme, il a déjà commencé fin décembre avec l'annonce de Genesis Magma Racing à Dubaï. On a fait une belle présentation. Donc là, j'ai vite vu aussi que waouh, le marketing, ça en jette. On fait les choses correctement, on fait bien. Et après, ouais, il y a beaucoup de meetings. Assez proche avec Cyril et FX pour voir comment on monte l'équipe. Ils demandent souvent conseil. Donc, on a eu pas mal de réunions à ce niveau-là. On fait déjà du simulateur. J'ai fait pas mal de marketing déjà. Donc, j'ai cru que j'allais avoir plus de temps libre, mais bon, j'en ai quand même assez pour suivre et continuer ma passion. J'adore rouler avec les voitures classiques, donc comme vous l'avez évoqué, le Grand Prix de France historique, ça c'était vraiment génial de rouler dans la S4, c'était un rêve parce que bon, quand même, c'est mythique, la voiture de James Hunt, avec laquelle il a vraiment gagné à Zandvoort. Mais par contre aussi le Goodwood Members Meeting. Tu deviens un concurrent régulier. J'ai fait un rallye, j'ai fait Ah oui, Goodwood, j'ai vraiment le privilège d'être invité à chaque année à tous les événements. C'est vraiment une grande chance parce que c'est un événement magnifique. Je recommande à tout le monde d'y aller le voir. Surtout le Revival, il y a des courses toute la journée. C'est vraiment une machine à remonter le temps en fait. Quand on y va, on se retrouve dans les années 60. Tout le monde se déguise, c'est vraiment top. Début d'année, j'ai fait les boucles de Bastion, un rallye. J'adore le rallye, donc c'était sur une Porsche 3 litres. Ouais, j'ai grandi dans cet environnement. Donc mon père, il avait une écurie de course en Belgique qui faisait rallye et circuit. Donc ça fait partie un peu de mon ADN, on va dire. Et je me suis vraiment éclaté. C'était vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, je profite pour faire un peu plus de sport parce que c'est sûr que avec un programme chargé, surtout avant quand je faisais le double programme Formule E. WEC, tout le simu, toutes les choses qu'on poste pas, qui sont pas très fun, parce que c'est sûr que les choses qu'on poste sont un peu plus fun. On se dit ouais, il y a la belle vie, mais toutes les heures qu'on passe dans les aéroports à louer des voitures, à voyager par-ci, par ça, ça prend énormément de temps, donc c'est pas facile. Donc là, je profite un peu pour me refaire une bonne forme de santé. Pour accumuler beaucoup d'énergie pour le gros projet qui vient vite en fait déjà parce que ça va arriver au mois d'août, on va commencer nos premiers tours de roulage. Mais oui, on est déjà actif avec du simulateur et donc un mix. Je suis allé voir le Dakar aussi, j'ai eu le privilège d'avoir été invité par le Sport et lifestyle Saudi Motorsport. Donc j'ai suivi les séances, enfin les étapes en hélico, donc c'était vraiment un privilège et je suis tombé amoureux de ce rallye, donc je me suis mis ça comme but long terme aussi à essayer de faire ça professionnellement. Non mais attends. Donc,
T'es le Jackie X des temps modernes. Bah, j'aimerais bien, en tout cas. J'aimerais bien. Non, mais j'adore sortir de ma zone de confort. J'adore le tout-terrain, l'aventure. Je pense que c'est une course qu'on va voir. On se dit, ouh, ça, c'est pas pour moi. C'est trop l'aventure, c'est trop l'endurance. Mais moi, j'adore. Donc, aller camper, se retrouver dans des situations difficiles. Ouais, et puis le décor, c'est incroyable. Donc, ouais, quand j'ai vu que les pilotes, ils roulent jusqu'à 50, 60 ans à un niveau professionnel, je me suis dit, bah, c'est pour moi, ça. C'est clair, c'est clair. Bon, revenons dans les parties qui peuvent être difficiles aussi, avec les 24 heures du Mans. Je voudrais que tu me racontes ta première en 2009, parce que quand même, on va dire que tu as fait un exploit d'entrée. Hein. Toi, tu es arrivé aux 24 heures, vous avez roulé à 2 avec Charles Vossman. Exact, ouais, c'était quand même assez choquant comme nouvelle quand on a appris ça, que Naren Karthikeyan qui devait prendre le départ euh, pour aller faire pipi, hein, comme tous les pilotes le font quand ils garent la voiture sur la grille. Bah, ouais, on escalade le mur des stands et normalement ça se passe bien. Mais chez lui, à l'époque, on pouvait l'escalader, c'est pour ça. Parce qu'on peut plus maintenant. Ouais, c'est vrai ouais, qu'on ça peut doit plus. être peut-être à cause de lui. Tu sais que Benoît m'en a parlé, il l'a croisé et juste après il t'a parlé, il dit mais c'est pas possible qu'il soit blessé quoi, je l'ai vu. Ouais, bah c'est vite arrivé et donc ouais, donc il est tombé de l'autre côté, il s'est déboîté l'épaule et donc évidemment tout était inflammé, il pouvait pas et bon, en dernière minute comme ça, bah, qu'est-ce que il n'y a pas de force majeure ni rien, on s'est dit est-ce qu'il y a un ancien pilote Audi qui peut, mais bon il s'est pas qualifié, il a pas fait les tours, donc allez hop, on fait la course et donc je pense que j'ai fait 13 heures de course, chaque fois les quadruples relais en tant que rookie au Mans, c'était quand même impressionnant, mais ça montre que quand même, enfin je veux pas me lancer des fleurs, mais je me suis préparé beaucoup à cette course. J'ai mon entraîneur, j'allais faire des semaines d'entraînement en Autriche, en altitude et tout, pour vraiment être prêt pour ce challenge. Et évidemment, en parallèle, les courses que je faisais au Japon, Super Formula et Super GT, c'était une top école parce que Super GT, c'est un peu de l'endurance, c'est des courses de 300-500 km à deux. La Super Formula, c'est une voiture hyper rapide, donc le LMP1, ça se trouvait exactement entre les deux. Et moi, je me suis vite trouvé à l'aise avec cette voiture. La vitesse, c'est pas quelque chose qui m'a choqué. Et j'étais en forme pour saisir ce challenge. Donc, c'est toujours important quand on monte les échelons ou quand on a des nouveaux challenges pour être prêt pour l'imprévu. Et là, c'était imprévu. Hein. Et ça, c'était imprévu. Et donc, j'ai apparemment bien performé parce que ma chance dans tout ça, donc le malheur des uns fait un peu le bonheur des autres. C'était un peu ma chance de pouvoir me démontrer, de savoir, de montrer ce que je peux faire. Et oui, la chance, c'était qu'il y avait des ingénieurs Audi dans cette équipe parce que c'était le team Coles qui avait racheté les Audi R10 et Audi était déjà avec les R15. Mais pour la gestion du moteur et tous les boîtiers, il fallait avoir pour la télémétrie des ingénieurs Audi. Et ils sont tout de suite venus me voir après la course. Surtout un qui était le chef ingé qui a été mis un peu de côté pour gérer d'autres projets. Mais ils l'ont mis sur ma voiture et qui est devenu l'ingé pendant la course. Et il est venu me voir après la course, écoute, il va y avoir des choses qui vont changer chez Audi Sport, on a besoin de quelqu'un comme toi. Wow. Et c'est jackpot quoi. Il y a des mecs qui font du P2 pendant des années pour espérer choper un volant en P1. Moi, je viens une fois, bim. Et je me suis retrouvé dans le team d'usine, j'ai eu le contrat mois de décembre. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils vont me mettre avec Benoît. Wow. Donc, que tu connaissais depuis longtemps. Oui, mais Benoît, c'est vraiment mon premier pote. Je suis arrivé au Japon en 2003 pour un test chez le team de Nakajima. Il y avait Sébastien Philippe et Romain Dumas qui participaient à ce test pour avoir le volant. Et Benoît est très proche de Sébastien Philippe. Il essaie de l'épauler un petit peu pour ce test. Puis moi, je suis arrivé dans le box. Il a vu que je parlais français. On est tout de suite devenus potes. Et puis... voilà, on était concurrents, enfin on roulait l'un contre l'autre pendant des années parce que lui il était Nissan, moi j'étais Toms, Toyota, mais en dehors des courses, on parlait jamais des courses, c'était comme un grand frère pour moi, mais on s'est toujours dit waouh, ce serait trop bien d'être équipier et tout, et donc là franchement ouais, les étoiles se sont alignées de dingue parce que il y avait
l'Audi Sport, c'était gigantesque à l'époque. C'était le seul programme pour lequel je me disais, ouais, je vais quitter ce que j'ai construit au Japon parce que à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. Bon, la F1, c'était grand, mais il n'y avait pas la Formule E, il n'y avait pas le WEC, il y avait pas énorme. Il y avait le DTM qui marchait bien, mais ça ne m'intéressait pas. C'est marrant, parce que, je te coupe, mais Benoît, c'est un peu c'est pas le même parcours, mais il a eu une proposition aussi pour être chez Audi en DTM qu'il avait refusé poliment, mais en disant ça m'intéresse pas d'être sur une voiture. En fait, vous êtes arrivé au bon moment, j'allais dire, tout à fait. pour former duo et après trio avec Marcel. Ouais, le timing, franchement, c'était naturel. Et, le DTM, c'est bien si tu es top team et top pilote, mais après, c'est très politique. Il fallait rouler pour les autres. Puis c'était pas quelque chose qui m'inspirait. J'adorais les monoplaces et les Super GT. Mais oui, j'allais te dire, tu roules toujours, et moi je vais revenir au Mans aussi, mais toujours en proto. Tu veux jamais rouler avec autre chose qu'une proto, toi, si? Oui, parce que la légende, c'est ça. Alors, je sais, tu vas clarifier, mais. Ou pas. Est-ce que Porsche t'a proposé, quand l'aventure Porsche avec la 919 s'est arrêtée, est-ce qu'ils t'ont proposé l'année suivante, comme Neil Jani par exemple, de rouler dans la GT? Et toi, t'as dit non, ou ils t'ont pas proposé? Faut que je me rappelle. Alors, quand ils ont arrêté, ils nous ont gardés en contrat. Ouais, bien sûr. Et donc, moi, je me suis réorienté direct vers la Formule I. D'accord, monoplace, quoi. Et t'as pas eu de propos pour faire Rébellion aussi. Oui, bien sûr. Et proto. Voilà, donc, non, moi, le GT. Mais t'as pas eu de proposition de faire le Mans en GT avec Porsche? J'ai fait les 24 heures Nürburgring pour Porsche. Mais non, le GT, c'est jamais quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Je respecte énormément la compétition là-dedans, mais moi, j'ai pas eu l'opportunité de. Oui, c'est pas c'était pas mon truc. Donc, quand tu vas aller en GT, rouler contre les spécialistes du GT, il faut se lever tôt. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, et si en plus de ça, t'as peut-être pas 100% la motivation, laisse tomber, tu vas jamais les tuer, les mecs. Ça prouve que le Super GT est plus du prototype que le GT. Oui, complètement. Le Super GT, ça va presque aussi vite qu'une LMP1. Ça va bien plus vite qu'une hypercar maintenant. Malheureusement. Mais donc, on en était où? Non, mais on était justement le fait que tu roules vraiment toujours en proto ou en monoplace, quoi. Oui, et puis ma carrière de monoplace était super longue. Je sais, à un moment donné, je pense qu'on est en train de voir entre Alonso ou Raikkonen, qui avait la carrière la plus longue non interrompue de monoplace, et je crois que c'était moi, parce que j'ai commencé en monoplace à 16 ans en Formule BM en 98, et j'ai arrêté il y a 2 ans avec la Formule E chez Andretti il y a 2 ans. Voilà. Donc je sais pas combien d'années ça fait, mais non interrompu, quoi. Donc c'est quand même cool. Et Kobayashi, je crois qu'il roule encore en. C'est vrai, Super Formula. Super Formula, ça doit faire quelques années aussi maintenant. C'est vrai, mais je sais pas si c'était ininterrompu. Voilà, c'est ça. mais non, mais ça, là on arrive dans du spécialiste, c'est ça qui est bien. J'adore parce que c'est exactement. Benoît Trélier m'avait dit il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, mais il m'avait dit André il se chauffe sur les stats, il regarde les données, il se compare. Alors tu vas me dire c'est repas, mais il m'avait dit il se compare sur à quel âge Christensen a eu sa dernière victoire. Enfin, c'est un peu, tu vois, genre se challenger. Je sais que t'aimes bien te challenger un peu. Tu vois, et là, ça le prouve, tu vois, t'es en train de regarder. Ouais, marrant, peut-être. Bon, je suis pas dans le bon sens, trop dedans, mais bon, après, c'est des petits clins d'œil sympas. Mais j'avais regardé, effectivement, quand est-ce que Christensen avait gagné les premières fois Le Mans, parce que bon, moi, j'étais chaud pour gagner plein de fois. Je dis, est-ce que je peux y arriver à le battre? Et ouais, là, j'arrive sur un sujet qui est un peu, bon, on va dire... Je sais pas si c'est un regret ou pas, parce que quand Audi s'est arrêté, j'avais l'option d'aller chez Toyota ou chez Porsche. Si je serais allé chez Toyota, qui sait, j'aurais peut-être encore, je sais pas, dans la bonne voiture, 3-4 victoires en plus, j'en serais à 6-7, quoi. Ouais, c'est vrai. Ils nous accepteraient pas, on pourrait pas parler, ils seraient, tu vois. Non, je serais là quand même. Mais bon, après, maintenant, j'ai un titre de champion du monde avec Porsche. Au final, j'ai eu... finalement le succès que je voulais avoir quand je suis allé chez Porsche, parce que quand je suis arrivé, 2017, le moteur, on a mené, le moteur qui casse, après ils sortirent du programme. Moi je me suis dit bon, je vais faire le pari pour aller là pour 3 ans. Et après j'ai dû me réorienter, faire la FE.
l'histoire Rébellion, c'était cool, mais bon, tu joues pas la gagne. La FE, c'était un nouveau projet, il fallait s'investir. Les premières années, c'était pas top. Donc, j'ai perdu pas mal d'années au top de ma carrière. Où normalement j'aurais dû capitaliser sur du succès, quoi. Aller en LMP2 à ce moment-là, tu vois, pour Rébellion par exemple, c'était pas une possibilité pour toi? Mais j'avais le P1. Non, mais ça je sais bien, mais est-ce que ça aurait pu? Non, quand tu as l'opportunité Ok. d'aller en P1 Ok. ou aussi à ce moment-là, la Formule E est devenue très importante. Tu sais, quand tu es pilote pro et que tu es lié avec des constructeurs, c'est quand même intéressant de faire partie de leur projet. C'est sûr que la Formule E, quand elle est née, c'est pas quelque chose qui m'avait beaucoup inspiré, comme je pense pas mal d'autres pilotes, mais j'ai vite changé d'avis parce qu'une fois que je me suis fait prendre au challenge et que j'ai vu comment ça peut être complexe et le niveau d'attention qu'il faut mettre sur tellement de points différents, la gestion de course à faire, c'est 3-4 fois plus compliqué que faire une course de circuit normal, on va dire. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on se faisait la réflexion, Geoffroy, ça fait combien de temps que tu t'es pas fait doubler en Et ouais. course? Ça me plaît, Geoffroy. Ah non, parce que du coup, là, donc, tu vas participer en LMP2 et on s'est dit, André Lautereur sur le circuit du Mans, se faire dépasser, parce que tu vas te faire doubler par des hypercars. Oui, Hein. ça. Aussi bon que tu sois, il y a un moment, T'as ils pas vont le être choix. obligés de passer. Ouais, j'ai pas le choix. Ça n'a pas dû t'arriver souvent. Je veux dire, mis à part les dépassements de bataille, quoi. Hein, Est-ce que je évidemment, t'en souviens? t'en as eu au Mans, mais. Parce que moi, je crois que j'ai la réponse, mais je suis Ouais, pas sûr. en fait, on s'est dit la dernière course Oui. où il y avait du multicatégorie et clairement, t'étais pas dans la top catégorie. De 24 heures virtuelles, du Mans. Ah non, Ouais, oui. alors non, ça se compte pas ça. Alors c'est 24 heures, on a vu, mais c'est Nürburgring mais, 2011, non? Avec la Lexus, c'est Je pas ça? pense, non, les 24 heures de Spa en Ouais, mais c'est la même 2002. catégorie. Ah. J'étais en 911 RSR et il y avait les GT1 qui jouaient le général. Oh, mais attends, 2011 aussi, t'étais avec une Lexus LFA. C'était pas la Oui, catégorie. mais bon. La dernière C'était pas la fois. SP9, ouais. Eh ouais. C'était pas une La SP9. dernière fois. Ça devait pas être Ouais, une- ça doit être ça. Punaise, ça va te faire bizarre, non? Ça, il y a C'est des vrai que ça rétroviseurs. doit être ça. Faut regarder dans les rétroviseurs un peu. Ouais, c'est la dernière fois que j'ai eu des flashs. Ouais. T'es Ouais, prêt, non, c'est bon? ça, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Et t'es prêt à accepter Ouais, franchement, c'est mes premiers tours de roue que j'ai fait ici au Mans hier, du coup, pour le pré-test. Et ça s'est bien passé parce que les différences de vitesse, elles sont pas énormes. Et franchement, le P2, niveau trafic, c'est ce qu'il y a de mieux parce que tu roules, je pense que c'est la catégorie où tu roules le plus longtemps tranquille. Parce que tu es un peu entre les deux. Le hypercar, tu as les P2 Oui. et les GT à gérer. Mhm. Nous, les GT, on les voit moins souvent que les hypercars. Et les hypercars, bon, elles nous passent en ligne droite. Donc, je pense qu'en moyenne, en P2, tu es le moins embêté. Bon, évidemment, il faut regarder dans le rétro et tout. Mais comme en vitesse de passage de courbe, on est quasi plus vite que les hypercars. Les mecs, ils nous passent qu'en ligne droite ou avant le freinage. Mais c'est pas trop compliqué à gérer pour l'instant. Enfin, je Ouais. dis ça, j'espère que ça restera comme ça. Oui, bien On va sûr. voir la nuit et tout. Les phares, il faut mettre un peu du feu, enfin des trucs sur les rétros et tout. Ah, attends, c'est Mais- intéressant ça. Pour mais éviter ce que qui tu est sois bizarre- ébloui, c'est ça? Ouais, mais ça, on le met sur l'hypercar aussi. Mais ce qui Ok. est hyper bizarre, il n'y a pas le rétro caméra. Sur les hypercars, tu as le rétro Ouais, bien avec sûr. un. Et en GT écran aussi. Et en GT aussi. En P2, il n'y a pas. Ok. Alors qu'il en a besoin quand même. Ouais. Je sais pas pourquoi. Et c'est pas un truc qui doit coûter très cher. Mais ouais, je me suis forcé à m'habituer à quand même à regarder un peu comment ça se passe. Mais je m'attendais à pire, franchement. Je pense qu'à l'époque du LMP1, ça devait être quelque chose. Parce que nous, on passait à Mach 12 avec le Ouais, 4x4, ouais. 1000 chevaux. Mais bon, après, C'était insolent. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a des moments où tu devais te dire, ouais, pas j'abuse, mais genre, ouais, c'est vrai qu'il y avait des passages forts, quoi. Ah bah ouais, Entre mais les t'es P1 et obligé. P2, c'était. ouais, non, mais c'était top. Et c'était pas dangereux parce que, en fait, une fois que tu prenais la décision de passer, le temps que tu passais l'un à côté de l'autre était minime. Oui. Là, tu passes longtemps, tu te dis ce que tu vas risquer, si tu vas mettre le nez ou pas, l'autre, il va freiner tard. Il y a plus de risques d'accrochage maintenant qu'avant parce que avant, soit tu passais ou tu passais pas, mais quand tu passais, c'était en fraction de seconde. Ah, intéressant. C'est quoi ton meilleur, ta meilleure partie du circuit, tu vois, ce que tu aimes le plus, soit en pilotage, soit en facilité de se faire dépasser. Enfin, tu sais ça?
Au Mans, ouais, c'est sûr que tous les pilotes, on kiffe les S-Porsche, mais le premier secteur est sympa aussi, freinage pour la Dunlop, et puis la descente dans la forêt, tertre rouge, quand tu fais bien ton premier secteur et que tu as gagné quelques dixièmes, tu dis, allez, ça y est, on est parti sur un bon tour. Mais tout le circuit est vraiment top, c'est vraiment un plaisir de conduire un proto ici, et la nature de ce circuit a créé les protos en fait. C'est grâce à ça qu'il y a les super belles voitures. Parce que c'est les hautes vitesses, les longues lignes droites. C'est ça qui a créé ces, toutes ces voitures et l'esprit proto. Donc, mais rien que d'être au Mans dans un proto, c'est mythique, quoi. Ah, c'est clair. Franchement, ça, on rêve hein, même en voyant ça et en entendant ce que tu dis. Est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de tire warmer, tu vois, de plus de couverture chauffante et tout ça, ça change quand même la vie depuis un petit moment ou pas? Ouais, ça ajoute du stress un peu inutile, on va dire. Oui, ben d'accord. Bon, je le dis honnêtement, hein, c'est sûr que quand tu sors, surtout en hypercar, les MP2, les pneus chauffent plus rapidement, plus facilement. Ah, bien, ok. Ça va, mais oui, tu te fais des frayeurs, mais je suis pas sorti de la piste, ça va, mais quand les conditions sont pas top et tout, que tu sors, c'est voilà, mais bon, c'est une décision qui a été faite, ça sert à rien de la remettre en question, c'est comme ça, il faut extraire le maximum, mais pour une course de 24 heures, t'as pas trop envie de ça, quoi. T'as envie de sortir des box et d'être tranquille et de te mettre dans ton relais, et c'est plus sécurisant aussi au final. Mais voilà, ça rajoute du stress, ça ajoute un autre facteur de performance aussi pour nous, pour essayer de faire ça le mieux qu'on peut. T'as étudié un petit peu la liste des engagés à l'MP2 parce que tu fais que celle-là, donc tu sais à peu près tes adversaires ou pas trop pour l'instant? Je connais les suspects, hein, les grosses pointures, les noms. Après, je connais pas tout le monde. Ouais, non, pas pour je dois regarder un petit peu, mais je sais pas si ça va changer grand-chose. Ouais. Hein. Il y a tellement de pilotes. Voilà. Toi, tu fais ton parcours, ta vie, quoi. Tu t'es bien adapté avec Jamie et voilà, Mathis? j'allais basculer là-dessus. Ouais, très bien. Franchement, c'est deux personnes très relax, très cool, très ouverts. Donc, je pense que c'est cool d'avoir aussi cette différence d'étapes dans nos carrières. Je pense pour eux, ça doit être intéressant de m'avoir. Pour moi, c'est intéressant de voir comment les jeunes travaillent, tu vois, parce que bon, c'est sûr que Mathis, il a commencé enfin, il est récent, quoi. Donc, ils vont plus dans le détail que nous, peut-être, sur certains trucs. Donc, non, ça se passe bien. J'ai eu une journée de test pour commencer au Ricard avec eux. Et non, tout est super calme dans l'équipe. On passe du temps ensemble. Hier, on a regardé le match de tennis. C'était cool. Donc, non, l'entente est vraiment cool. Et c'est la première fois que j'ai une équipière. Bah oui, tiens. Mais c'est drôle parce que je m'en rends même pas compte. Du coup, c'est comme ça devrait l'être. Elle est pilote comme nous, elle fait les choses comme nous. Donc, on fait pas d'exception à ce niveau-là. Et est-ce que tu peux me donner un exemple concret de choses que tu transmets entre guillemets? Parce que comme tu dis, tu dis, je pense qu'ils sont contents d'être avec moi. Ouais, clairement, je pense que oui. Enfin, quand tu as un triple vainqueur avec toi, ça doit débloquer des situations et tu vas avoir un retour technique qui va quand même être pas mal, je pense, pour eux. Est-ce que tu as un exemple d'un truc que tu leur as donné? Il y a plusieurs aspects. Bon, ça a commencé avec le track walk, donc j'ai essayé de dire tous les pièges et de lui faire réfléchir à un plan B si elle prend un peu plus de risques, de savoir où mettre les roues, pas forcer les choses pour pas taper. Genre dans les naudières, plutôt à droite ce côté-là. Non, plutôt, genre si elle freine trop tard à la chicane par exemple, pas trop essayer de garder la voiture sur la piste, il y a un petit échappatoire. Si tu essayes une GT, gérer le trafic ou voir où tu peux mettre les roues quand les choses se passent pas bien. Et après, le rythme de la course, on va voir comment ça se passe au fur et à mesure. Mais oui, techniquement, je pense que j'essaye d'amener mon expérience avec les réglages de la voiture. Qui, pour toi, se sont pas bien passés et que tu connais et du coup, tu peux leur dire quoi. Oui, t'as accumulé pas mal d'expérience et surtout, moi, j'ai goûté au top du top chez Audi, chez Porsche.
avec des châssis qui étaient incroyables. Et donc, c'est sûr que en ayant vécu ça et connu ça, bah, je vais pousser sur des trucs que eux ont peut-être pas connus et qui pensent que c'est normal. Et moi, je vais dire non, il y a encore à chercher à ce niveau-là. On peut améliorer des choses. Et après, il y a le pilotage. Donc, bon, moi, je connais bien la piste. Je connais pas la P2. Donc, Mathis, il la connaît un peu mieux. Donc, sur les virages techniques un peu plus lents, je vais un peu regarder ce qu'il fait. Ok. Mais sur les rapides où j'ai déjà le rythme, mais bon, eux, ils doivent encore un peu s'adapter, quoi. Donc voilà, mais... Et comment tu doses est-ce que tu n'as pas un risque de vouloir trop en faire? Ce que je veux dire par là, c'est que tu as connu des vitesses plus élevées, clairement. Hein. Tu vas pas te dire, ah là, ça passe un peu. Tu arrives à sentir les limites du P2? Parce que là, on peut vraiment parler de limites pour toi qui as connu, comme tu dis, LMP1 et Hypercar plus performantes. Mais ça, dès que tu mets tes fesses dans une voiture et que tu fais tes le premiers tours feeling, de roue, tu te dis, ok, bon, elle réagit comme ça, elle fait comme ça. Et ouais, c'est sûr que tu as des voitures où, on va dire, si toi, tu es 100%, une Super Formula au Japon, en qualif, si tu veux extraire le maximum, il faut y rajouter 50%. Ah ouais, vraiment. Et ça fait mal, quoi. Tu t'arrives dans le premier virage, allez, Ça passe à, ouais. ton cerveau te dit, il faut que tu lâches. Non, non, il faut en rajouter et ce sera juste assez. Et là, tu te sors vraiment les doigts du cul pour faire un tour comme ça. Et tu surpasses ton habilité. Mais au contraire, quand tu roules avec une GT, bah, c'est l'inverse. Toi, tu es 100% et la voiture, elle te donne que 50%. Ah ouais. Et donc là, ça devient hyper technique parce que tu dois t'adapter, tu dois rouler autour de ça. Et une une LMP1, c'était aussi, tu en qualif, il fallait éteindre ton cerveau et tu mettais 150% et tu sortais un temps d'enfer. Wow. En course, il fallait gérer un peu plus, mais quand tout était bien à la fenêtre, tu pouvais vraiment taper dedans et rouler fort, quoi. Les hypercars, c'est aussi, on va dire, si toi t'es 100%, la voiture elle te donne que 70, quoi. Tu dois gérer, tu peux pas attaquer, elles sont lourdes, il y a moins d'aéro. Et une P2, c'est plus ou moins. Toi, t'es 100, la voiture, c'est 100. Tu vois, c'est lisible. tu peux l'emmener, tu peux attaquer, tu peux taper dedans. Ça fait ce que tu veux quand tu veux. C'est léger, c'est agile, ça a une bonne aéro. Tu prends ton pied. Donc, c'est qu'en ligne droite qu'elles sont pas très vite. Oui, en fait. oui. Mais en virage, elles sont plus vite que l'hypercar. Donc, ça, c'est la technique Oreca, tu vois. Ouais, plus règlement, je crois. Ah oui, d'accord. Et moi, je voulais te solliciter justement sur ce châssis. Je sais que tu es plutôt grand, donc les voitures en hypercar, en LMP1 étaient plutôt faites autour de toi, entre guillemets. Là, tu t'adaptes, ça va, t'es bien installé ou pas? Une fois dedans, ça va. D'accord. Pour rentrer et sortir, je vais un peu me plier, mais ça va, Ok. ça passe, c'est bien. Mais ouais, pour l'anecdote, Audi, par exemple, j'étais le plus grand de tous les. Tu fais quelle taille comme ça, on aura l'info. Tu fais quelle taille? Tu fais quelle taille? 1m84. Ok. Voilà. Ah ouais. Et... On va en mettre à jour Wikipédia, comme ça sera fait. C'est bien, c'est ça. Et ils m'ont fait venir à l'usine et ils m'ont scanné avec un bras en 3D. Donc, comme ça, ils avaient exactement mes proportions et tout. Et donc, ils me mettaient dans le logiciel de design de la voiture pour pouvoir voir jusqu'où on peut aller avec la pedal box, donc là où il y a les pédales, pour les reculer un maximum possible pour que l'aéro de la voiture soit plus profilé, etc. Attends, c'est énorme. La voiture a été faite autour de toi, quoi. Mais oui. Ouais. Un peu. Notamment. Un peu, Enfin, voilà. notamment. Attends, on a parlé de Jackie X tout à l'heure. Moi, j'adore cet épisode déjà. Parce qu'Henri Pescarolo, je sais pas si tu le sais, mais Matra, justement, faisait les voitures autour de lui parce qu'il était le plus grand. Ouais. En F1, c'était aussi comme ça. Hein, quand ils avaient deux petits pilotes, voilà. Donc, tu pouvais même pas rentrer dedans si tu étais plus grand qu'eux. Mais qu'est-ce que j'allais dire Mais maintenant, elles sont devenues un peu plus grandes, les voitures. Donc ça va. Et ça, alors là, pardon, je rebascule, mais du coup, ça, tu le retrouves un peu avec l'aventure de Genesis ou pas? Parce que j'imagine que, enfin, chez Porsche, je sais pas, mais je suis pas sûr que la voiture a été faite autour de toi ou. Non, pas du tout, parce que voilà, là, pour comprendre le règlement, la différence qu'il y a entre le LMH, qui est un peu comme le P1 où le constructeur fait sa voiture de A à Z, il fait la coque. Le LMDH, tu pars d'un châssis. Tu pars d'un châssis commun des quatre marques qui sont Multimatic, Dallara, Oreca et Ligier. Ouais. Et du coup, c'est un figé, peu des coques génériques figées. On appelle ça la spine, donc l'épine dorsale de la voiture. Colonne vertébrale. Voilà, la colonne vertébrale de la voiture qui est commune. Donc, par exemple, nous, dans la Genesis, on est dans la catégorie LMDH avec le système hybride à l'arrière
pas comme les LMH qui est devant. Et on fait partie de l'ossature. On a choisi Oreca comme partenaire. Et donc là, il y a les parties communes comme la suspension, la géométrie de la suspension, la boîte. Il y a plein de parties communes. Nous, on met de notre aéro, mais la coque, ça va être la même que l'Alpine et la Acura, en fait. Alors, je réoriente ma question. En fait, ce que je voulais plutôt évoquer, c'était le côté chez Audi, je pense, et Benoît aussi, c'était le cas. Vous étiez beaucoup consulté, sollicité pour où est-ce qu'on va mettre tel bouton, tel truc, le volant, comment vous voulez les choses. Vous participiez activement à ça. Est-ce que tu l'as fait chez Porsche? Peut-être moins que Fred Mako qui a été rapidement dans la voiture ou d'autres pilotes comme ça. Et est-ce que là, je pense que c'est le cas, tu es sollicité pour ça? Oui, bizarrement, chez Porsche, pas du tout. Ouais, Alors, voilà, ok. je sais pas ce qui s'est passé là-bas. J'étais tout le temps là-bas à l'usine à faire du simu pour la Formule I et tout. Je savais que j'allais faire partie du programme Hypercar, mais pas une question. Mais Wow. c'était trop bizarre parce que bon, j'ai quand même eu énormément d'expérience chez C'est Audi, clair. dans le MP1. Ils m'ont pas convoqué une fois et viens voir, on va faire les choses un peu comme ci, comme ça. Mais c'est trop bizarre parce que les gens qui ont fait ce projet, et c'était même pas les gens du MP1. Et je pense qu'il y avait un peu une. Allez, Ouais. je veux pas dire les mauvaises choses, mais un côté un peu prétentieux ou Ah. arrogant de se dire nous, on va faire mieux, on n'a pas besoin d'aller ouvrir les tiroirs qui ont été Oui, avec le 919. avec les 919, ce qui a été fait et tout. Ils ont même pas convoqué le chef, le crew chief, qui était une légende, Amiel Lindsay, pour voir un peu comment ils ont fait les choses et tout. Donc, ils sont partis de quasiment zéro. Ah C'est ouais. dingue parce que tu te dis, ils ont dépensé des centaines de millions. C'est clair. Et même, ils auraient pu demander à Audi aussi parce qu'il y avait une Oui, bien sûr, collaboration. bien sûr. Normalement, Audi devait venir au Mans avec la même voiture et tout. Bien sûr. Ils voulaient rien savoir d'Audi. Alors que le châssis Audi était beaucoup mieux que le châssis Porsche. Enfin, soit, moi, j'étais pas du tout convoqué. Je suis arrivé au premier test, tout était plus ou moins déjà fait. Fred a un contrat de pilote de développement, donc ils l'ont demandé lui. Ils ont un peu demandé plus aux pilotes du RSR parce que je pense que c'était plus le team de la C'est ça, RSR je pense qui que c'est ça. s'occupait de la LMDH. Mais ouais, donc ça c'était bon. Si vous voulez faire comme ça, il faut Ouais, comme voilà. ça. Hein, c'est Bon, pas... Genesis, c'est pas comme ça. Ah ben non, là c'est l'inverse parce que je suis là dès le début. C'est comme j'évoquais tout à l'heure, c'est génial à ce stade-là de ma carrière de pouvoir. C'est la première fois que je fais partie d'un nouveau projet de zéro. Avec des bons moyens et de pouvoir transmettre tout. Donc, et avec Pipo Derani, qui est mon premier équipier, on va signer d'autres pilotes évidemment, mais pour l'instant on n'est que deux. Et on s'entend très bien. Et le chef ingé avec qui j'ai travaillé auparavant, avec qui j'ai gagné Le Mans aussi. Donc il y a une super entente. Donc voilà, on a déjà eu ces meetings, quel bouton on veut sur le volant, etc. Mais c'est, on va dire, beaucoup moins dans le détail que le P1. Le P1, c'était, on avait carte blanche sur tout. Oui. C'est même là, le volant, c'est un volant qu'on achète chez Cosworth. Ouais, bien sûr. Là, c'est juste de décider où sont les boutons et quel genre de graphique tu veux sur ton écran. Et là, on créait tout, même le grip du volant. Enfin, Wow. c'était, ouais, le P1, c'était quand même, c'était incroyable parce qu'on faisait A à Z. Ah ouais, c'est clair. Et t'as connu ça. Oui, on a connu ça, vécu ça. On a vraiment kiffé ces années-là parce que les voitures, c'était des avant de chasse, c'était incroyable. Il y avait une aéro de dingue, le 4 roues motrices, tous les systèmes, les suspensions. Il y avait des suspensions qui étaient beaucoup plus développées. Bon, grâce au règlement, on avait la liberté. Donc, les voitures, elles avaient une tenue de route de fou. T'allais dans les virages. C'était génial. Donc, c'est dur un peu d'accepter. Alors après, tu te dis les choses vont évoluer, mais en fait, non, on a fait des pas en arrière. Évidemment, ça coûtait beaucoup trop cher. Mais j'aurais espéré qu'on aurait trouvé un peu un entre-deux ou garder en moins la même charge aéro et avoir des vitesses un peu plus élevées. Parce que là, on doit quand même ralentir le LMS. Enfin, Ouais, c'est vrai. il y a une question à se poser. Mais bon, après, le championnat, il se porte très bien. C'est pareil pour tout le monde. Les hypercars sont belles, mais c'est juste que voilà, techniquement, j'aurais espéré continuer à être sur un niveau comme ça parce que bon, c'est une technologie qui a été prouvée, qui a été faite, qui existe. C'est pas comme si on allait réinventer quelque chose, redépenser des sous. Mais je suis très content qu'on ait trouvé une plateforme qui fonctionne et que le championnat il a guéri en fait parce que c'est sûr que ça coûtait trop cher à Audi à un moment donné. Je pense qu'ils dépensaient
250 millions par an ou presque 300 millions. C'est vrai que c'est. Il n'y a pas grand monde qui peut suivre. Son retour. Ah oui, parce qu'en F1, il y a la Concord Agreement. Ils redistribuent. Ils ont des gros sponsors. Donc c'est un gros trou. Quoi. C'est clair, trou dans la raquette là. Je sais pas si tu allais partir là-dessus, mais j'allais juste te demander quelle était justement cette LMP1 préférée que tu as pu piloter. Je sais que souvent, celle qui est évoquée, c'est la R18 version 2015. 2014, 2015, je pense 14 parce qu'il y avait encore un peu plus de watts, je crois. Ok. Je me souviens des courses, je sais plus si c'était 14 ou 15. Parce que c'est Spa-Francorchamps. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai là-dessus. Mais c'était juste incroyable. Vous faites l'extérieur des Porsche. On a roulé à fond des tours qualifs, tous les tours. La voiture était tellement dans la fenêtre. J'ai encore c'est vrai, je vois. La chair de poule, c'était juste. Ouais, parce qu'il y a dingue. Benoît en course, il fait un dépassement par l'extérieur, tu sais, dans le pif-paf là, à Spa. On passe à l'extérieur des et en plus, il a expliqué dans un podcast et il dit en plus, on n'a pas le kit avec le maximum d'appui, quoi. Enfin, c'est juste incroyable. La voiture, on a réussi à la régler dans la fenêtre, c'était Spa. Tout à l'extérieur. Je sais pas tout était nickel comme il fallait. Wow. Silverstone et Spa, c'était un kit. Ouais. Silverstone avait le kit High Downforce. Passer dans Beckett, Maggett, c'est tout l'enchaînement rapide. Là, on passait des GT à l'extérieur et tout, mais tu tournais autour des gens. La caisse restait plaquée. Plaquée. Mais déjà, la première R18 là, avec laquelle on a roulé en 2011, c'était déjà une belle révélation. Je me souviendrai toujours le premier test que j'ai fait parce qu'en 2010, avec la R15, ça allait, mais c'était quand même un peu lourd. Il y avait de l'inertie. C'était fallait vraiment faire attention à ce que tu faisais. Et puis je vais au premier test, premier roulage, c'était à Homestead au mois de décembre aux États-Unis. Premier tour de roue, après c'est waouh, c'est le feeling un peu d'une Formule 3, le moteur tout léger, la caisse plein d'aéro, un avant de fou. J'appelle Benoît, je dis mec, ça y est, ils l'ont fait. c'est bon là, la voiture elle est faite pour nous. Et moi, je devais juste gagner un peu confiance parce que 2010, j'ai fait des petites erreurs. C'était pas sûr que je puisse rester dans le team, mais des erreurs d'expérience. Après, j'ai pris énormément de confiance avec la R18 et on a amené des vitesses de dingue ici aussi au Mans. Et ça, c'était la base pour le reste. Mais après, 2014, le nouveau règlement avec le 4x4 à partir de 4 motrices à partir de 0 km/h, tout ça, c'était quand même incroyable. Ouais, ça, j'imagine, c'est clair. Moi, je voulais t'emmener sur le côté gestion par Nicolas Minassian, tu vois, un ancien pilote qui est chez Idexport. Est-ce que ça t'a plu tout de suite aussi de te dire, ah ouais, tiens, dis donc, Nico est là et ça rassure un peu l'équipe? Ouais, c'est trop cool de se retrouver ensemble parce qu'on a couru l'un contre l'autre. Oui. C'était en 2011, non? Ou Ouais, 2010, 2011. Ouais, quand tu étais chez Peugeot. 2010, directement en compète. Un personnage que j'ai toujours énormément respecté. J'admire beaucoup sa carrière. Et on s'est toujours aussi vu à Goodwood. Il était toujours aussi très fan de Goodwood, très client de Goodwood. Et donc on roulait là-bas l'un contre l'autre, on allait au dîner, le Duke of Richmond, le Lord à l'époque nous invitait toujours, donc on a toujours sympathisé comme ça, toujours s'est arrêté à parler, à partager notre passion, mais voilà, je me suis jamais dit qu'un jour j'allais rouler pour lui. C'est clair. Et puis j'ai vu, ok, Idexport c'est quoi, il y a 3-4 ans, j'ai dit ok. Ouais, cool ce qu'il fait et tout, mais j'ai jamais trop regardé de près, évidemment. C'était LMP2. Ouais, bon, voilà, t'es concentré sur tes trucs, il y a beaucoup d'équipes, mais on m'a dit qu'il faisait les choses bien et tout, c'est cool. Et puis, voilà, quand les choses se sont concrétisées avec Genesis et tout, que je suis allé le voir au Ricard et que j'ai vu le bâtiment qui est magnifique et ce qu'il a créé, je suis waouh, chapeau, top, mec, ce que t'as fait, c'est vraiment, vraiment cool. Et il s'est vraiment éclaté, quoi. Il a eu faire les choses comme il voulait, bien réfléchi. Et non, j'adore vraiment passer du temps avec lui, que ce soit sur circuit ou hors circuit. Et je pense que c'est vraiment un atout pour l'équipe d'avoir quelqu'un comme lui avec son expérience, mais aussi son caractère, son approche. C'est vraiment top. J'ai vu hier aussi comment il traite les gens dans le team. Et c'est vraiment une ambiance très positive. Et voilà, c'est cool de se retrouver comme ça. Trop bien. T'as des rituels pour les 24 heures ou pas avant de monter dans la voiture, avant de te... Non, pas du tout. Je suis pas très superstitieux en général. Je m'échauffe un peu, je m'étire.
Mais je suis plus le mec, tu peux me réveiller 2 minutes avant, ok, je mets le casque et puis je suis focus. Ah ouais. Ou C'est je vais faire la ça. sieste. Enfin, j'ai pas besoin de faire tout un tralala avant de monter dans la voiture. Donc, je veux juste avoir bien mangé, enfin les bases, quoi. Bien sûr. Voilà. Mais ouais, je suis pas trop compliqué. Que c'est un peu une source de stress pour certains pilotes. Enfin, on entend souvent dire que la semaine du Mans, il faut vraiment gérer son temps, pas trop répondre aux sollicitations médias. Ah oui, tiens, d'ailleurs, c'est vrai, c'est non, intéressant. mais c'est vrai, tu vois. Enfin, Oui, c'est sûr. Bah, après, ça dépend comment tu les vois les choses aussi. Hein. Faut rester un peu cool. Ça fait partie du job. Si tu vois ça comme une corvée, c'est sûr que mentalement, ça va pas t'aider. Mais si tu te dis, ok, ça fait partie du job, tu peux être quand même content d'être là. C'est une belle expérience. T'es entouré de gens passionnés. T'es dans le paddock. C'est ta life, quoi. Donc, toi, t'as très tôt compris ça quand même. Enfin, je fais un aparté, mais c'est vrai. Je pense que t'as très tôt compris ce côté. Ça fait partie de l'aspect d'être pilote professionnel aussi, parce que. Oh, mais il y en a qui n'ont rien à faire de soigner leur image personnelle et leur marketing. Je dis, en fait, tu te limites pas seulement à avoir un compte Insta et à poster des trucs. Tu fais quand même attention à ton image, tu es ambassadeur de certaines marques. Oui, normal, bien sûr. Ouais, tu comprends qu'il faut que ça suffit pas que d'aller rouler vite. Tu représentes des marques, tu incarnes les certaines aides choses. À donner une meilleure image à leurs produits. Donc ça fait. Et toi, tu as le privilège quand même d'être dans la voiture. Tu as toute une équipe. Quand tu es sur le podium, il n'y a que toi. Tu as quand même une centaine de mecs derrière qui bossent là-dessus. Donc la moindre des choses, c'est quand même de se donner. Et c'est quelque chose. Ouais, peut-être certains pilotes ne le comprennent pas, ou ils n'ont pas le caractère pour, Ouais, ils compensent d'une autre manière, ou on n'est pas tous fait pareil. Mais moi, c'est quelque chose quand même que j'ai appris qui était important, qui m'a toujours aussi aidé. Et ça me plaît aussi de représenter une marque, de faire des trucs en dehors du circuit, d'aller à un événement, de faire partie de la marque. Là, c'est très cool aussi. Avec Genesis, on a déjà fait pas mal d'événements ensemble, et de savoir que tu peux avoir une valeur ajoutée en dehors de ce que tu fais sur le circuit. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Mais oui, c'est sûr que pour revenir au Mans, le stress et tout, il faut faire attention de ne pas arriver avec une grosse dette de sommeil. Voilà. Faut bien s'organiser. Parce que c'est sûr que déjà, avant que la course commence, tu peux être un peu fatigué, quoi. Mais voilà, j'essaie de faire des petites siestes à gauche, à droite, de ne pas me stresser pour rien. En fait, il y a des mecs qui stressent beaucoup. C'est les 24 heures et tout, mais bon, tu as une course super longue. Tu vas pas te stresser pour le départ. Oui, c'est sûr, tu as envie de faire bonne figure. Mais bon, tu te mets dans ton rythme. Et le plus important, c'est d'être bien régulier, pas faire d'erreurs, d'être dans le coup, quoi. Et c'est pas comme une course de F1 où tu loupes ta qualif, ton week-end il est foutu. Ouais, c'est clair. Là, t'as plusieurs chances de te récupérer. D'ailleurs, vous répartissez comment, excuse-moi Geoffroy, les rôles sur cette semaine? Tu sais déjà qui va prendre le départ, qui va faire la qualif? Je sais pas trop encore. On n'en a pas parlé. Je sais pas si le team ils ont un plan ou pas. Évidemment, on est un peu je pense entre un mix, puisque eux ils ont l'expérience en P2. Moi pas, j'ai pas fait de départ en P2, je sais pas comment les mecs se comportent. Bon, ça devrait aller, même si on me met dedans. Je devais faire une simu qualif hier soir, mais il y a eu un drapeau rouge, donc je sais pas s'ils misent sur moi ou c'était pour voir un peu mes perfos comparés. Mathis est très fort depuis une saison sur la qualif. Donc voilà, bon, il y a une différence de poids aussi qui est non négligeable. Il est vrai. presque 20 kilos ou 18 kilos plus léger que moi, donc je te demande pas ton poids, j'ai demandé la taille tout à l'heure, là je demande pas le poids. 76. Ah oh là 76, là. 77. Quel athlète. Donc si lui arrive à amener la voiture à la limite, c'est peut-être mieux qu'il fasse lui qui fasse la qualif, puisque bon, le poids, allez, 18-20 kilos comme ça au Mans, c'est 8 dixièmes au tour, quoi. Ah, c'est ça. En hypercar, maintenant, ça a ajusté d'une certaine manière, mais en P2, non. Ah oui, donc là, finalement... Alors ça, juste petit aparté, je sais pas combien de temps on a, etc. Mais il nous reste 3 minutes. le poids, vraiment, on en parlait hier soir, quand on a fait le débrief de la journée test. Depuis plusieurs années, il y a de nombreux pilotes, notamment chez Ferrari, ils en parlaient, de ce côté poids, comme quoi ceux qui sont plus légers, ils ont un avantage et c'est pas normal, etc. Donc maintenant, il y a ce système de poids moyen. Ce paramètre, il est vraiment aussi important que ça. Moi, je me dis, quand tu fais un tour de 13 km/6 au Mans, il y a quand même ce facteur humain. Enfin, toi, derrière le volant,
tu peux pas te dire que tu as tout optimisé à chaque virage, chaque truc, et que c'est simplement le poids, et que si tu avais fait 18 kilos de moins, tu aurais été 8 dixièmes plus vite. Si, Si, ok, parce ok. que nous, on arrive quand même à amener les voitures à une limite. C'est un métier, je comprends, hein, mais ouais, à une limite où tu es à 2-3 dixièmes de faire l'idéal lap, quoi. Donc, surtout que si tu regardes, maintenant, on part sur vraiment un pied d'égalité avec la BOP et tout. Les constructeurs, il y a 5 kilos plus en moins entre chaque course. 5 kilos, c'est rien. Tu as 15 kilos entre les pilotes parfois. Donc, la Toyota qui est avec De Vries, Kobayashi et Conway. Oui, ils sont légers, eux. Hein. Ils sont légers. Donc là, c'est bien d'avoir fait ça parce qu'on l'avait en MP1. On avait une moyenne de 80 kilos sur les 3 pilotes. Donc nous, avec Benoît et Marcel, on ne devait pas mettre de poids sur la voiture. C'était OK. Mais c'est sûr que quand tu as un mec qui est plus léger, il est plus rapide. Donc l'idéal, c'est comme de faire en qualif. Là, c'est... si le pilote il fait 60 kilos, il rajoutera 20 ou 22. Je sais pas, c'est 82, je crois, le poids. 82, Donc là, c'est vraiment à même pied d'égalité. En course, ça reste quand même encore un peu... C'est une moyenne. Donc moi, si je me retrouve par exemple avec 2 pilotes qui sont très légers et qu'on doit mettre du lait sur la voiture, je suis doublement pénalisé. Idéalement, ce serait comme en carte de lock avec des petits poids. Oui, c'est vrai, tu passes exactement. Ou alors, je sais pas, moi je suis pas ingénieur, mais on peut inventer une sorte de deuxième réservoir avec un liquide, juste avec de l'eau. Entre les pit stops qui créerait le poids. Des billes de plomb comme à l'époque en F1. Je pense qu'avec la technologie et les antennes qu'on a, il y a moyen de vérifier que ce soit bien fait. Ça, ce serait le truc le plus fair. Parce que voilà, on part quand même, on a 21 voitures ici, on essaye de toutes les mettre sur le même pied d'égalité avec la BOP et ça reste un facteur quand même qui est assez important. Max Verstappen, il est assez prononcé là-dessus parce qu'il a envie de venir courir au Mans. Oui. Il dit, moi, je viens pas avant que ça soit bien réglé correctement. Ouais. Il a raison, il va pas se faire avoir. Les billes de plomb, sinon on peut demander à Tyrrell. Bon, bref. Pour conclure, je crois que tu avais une petite question, Geoffroy, pour André. Moi, ça me plaît bien quand même parce que on est dans l'Endurance Club un petit peu, tu vois, entre passionnés bien sûr, sur le côté historique, mais le côté moderne aussi, sur des équipages. Alors, je te laisse. En fait, on avait l'année dernière dans un épisode, on avait réfléchi à si nous, on pouvait constituer un équipage idéal aux 24 heures du Mans. En prenant des pilotes de toutes les époques, on peut les associer comme on veut, qui on prendrait comme équipage. Donc je te donne juste ce que nous on avait fait. Moi personnellement j'avais choisi Tom Christensen parce que je pense qu'il apporte un facteur chance indéniable en plus de son coup de volant. 6 victoires d'affilée quand même. Donc ça me paraît normal de le prendre. Mais bon, il a quand même prouvé qu'il savait rouler, je crois. Ça, c'est vrai. Si tu veux viser la victoire, ça me paraît logique de le prendre. Je t'avais choisi aussi pour compléter parce que je t'apprécie et j'aimerais bien avoir cette association avec Tom Christensen. J'ai déjà été équipé avec lui au 24 heures de Spa en 2012 et Marcel. Ouais, exact. C'était cool. Et en troisième pilote, j'hésitais entre ou Jim Clark ou Stirling Moss parce que ils n'ont jamais gagné au Mans et donc j'aimerais bien avoir un pilote dans l'équipage qui aille chasser la victoire. Ouais. Anthony, pour info, avait mis Benoît Tréluyer pour le côté régularité, mec qui fait pas d'erreur, etc. Henri Pescarolo, oui, que t'aimes bien aussi. Henri Pescarolo en 2 et en troisième, c'était John Surtees. Pour avoir cette mixité, voilà. En fait. Et puis tu mettais Philippe Albuquerque en réserviste. C'est vrai que j'avais mis en réserviste. Pilote. André, toi du coup, imaginons que tu puisses faire le Mans avec 2 équipiers, toutes périodes confondues. Est-ce que tu le refais avec Marcel et Benoît? Je l'ai fait, évidemment. Bon, tu te lances avec dire eux, mais tu te lances avec Jackie X peut-être, non? Ouais, j'apprécie énormément Jackie X. Bon, le Jackie X d'aujourd'hui, je connais pas le Jackie X de l'époque, comment il était, mais bon, c'était quand même une légende. Donc, mais j'aime beaucoup l'idée de Graham Hill. Non, Graham Hill il a gagné. Jim Clark, ouais. Jackie X, c'est sûr que oui, ça me paraît logique. Moi, je suis un peu fan. Et l'autre... C'est dur, hein. Ouais, il faut réfléchir. Hein. Nous, on avait réfléchi. On peut remonter loin. Nous, on avait quoi comme idée? Non, Ayrton Senna. Ah oui. Ah, ok. Ça, moi, je signe tout de suite. André, Ayrton et Jackie. Il a fait du proto, hein. Oui, tout à fait, avec Porsche. Une Porsche Yost. Je crois que c'était à Nürburgring, non, il me semble, 84, quelque chose comme ça. J'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Moi, j'étais grand fan. Quand j'ai commencé le karting, j'avais 7-8 ans. C'était en 89. Lui, c'était le roi, hein, c'était le king.
Donc, non, mais des gars de cette époque-là, ça aurait été. Ouais. Ou même Alain Prost, hein, c'est. Je nous ramène quelqu'un de la monoplace à chaque fois, c'est ça. T'es sur le troisième. C'est intéressant. Nous aussi, hein. Attends, nous aussi on a pris monoplace. Henri il fait un podium à Monaco. Jim Clark dans le. Oui, et sorti, c'est juste champion, quoi. Mais c'est dur de dire ces choses-là. C'est tellement personnel. Il y a tellement de pilotes qui méritent, qui font les choses bien, c'est toujours des questions difficiles. Hein. Non, mais je te vois bien partager le volant avec Jackie, comme ça tu lui poseras des questions sur le Dakar, il t'en voilà. Ouais, c'était très sympa. Merci André. En tout cas, avec plaisir, c'est cool de partager la passion. Puis profite de ces 24 heures. Voilà. Ouais, c'est un peu plus relax cette année. Il y a moins il n'y a pas la pression constructeur, donc ça fait vraiment du bien un peu une année comme ça de pouvoir vraiment que se focus sur le pilotage, savourer ça et pas avoir tous les meetings, les 6 boss qui viennent te faire le blabla. Donc... ça arrive l'année prochaine. Ça reviendra. Mais je pense que ce qu'on va essayer de créer l'année prochaine aussi, c'est de ne pas avoir un truc hiérarchique tellement politique. J'aimerais bien avec Cyril créer vraiment une bonne ambiance humaine, le côté humain, et c'est ce qu'on essaye de déjà viser maintenant. C'est ce qui existe déjà chez Idexport. Donc, c'est sûr que quand tu as une structure plus petite comme ça, c'est facile à contrôler et à gérer. Mais quand tu as un gros constructeur derrière, c'est là où ça devient plus compliqué. Et tu as beaucoup plus de personnes qui sont impliquées. Donc l'orga, tout le truc, les personnes. Mais c'est pas impossible. Eh ben non, mais ça va être fait. Voilà. Merci André, c'était un plaisir. Voilà, avec plaisir. Merci Geoffroy. Eh ben merci. Top, trop cool.